une autre famille de solutions qui sont les ondes stationnaires. Donc, que vous connaissez aussi de l'an dernier. Donc, l'expression à connaître. Donc, petit a, expression. Donc, ça va s'écrire toujours le champ, enfin la fonction d'onde a de x et de t, qui est égale à une amplitude à 0, cosinus oméga t plus phi 0, multiplié par une fonction cosinus kx plus psi 0. Donc, expression à connaître. Alors, on va retrouver la condition entre k et oméga juste après, pour avoir effectivement que ce soit une solution de l'équation. Donc, on vérifie que c'est une solution de l'équation. Donc, l'idée, toujours pareil, on calcule les deux termes de l'équation d'Alembert. Donc, on va avoir d2 a sur dx2 qui est égal. Alors, si je dérive, donc la fonction en cosinus oméga t plus phi 0, c'est une fonction qui ne dépend que de t, elle ne dépend pas de x. Donc, quand on dérive a par rapport à x, c'est comme si c'était une constante. Donc, du coup, il y a juste le cosinus kx plus psi 0 qu'on dérive. Quand on dérive un cosinus kx plus psi, ça nous fait, le cosinus devient un moins sinus. Et le k qui est devant le x sort. Donc, ça fait du moins k sinus. Et si on redérive une deuxième fois, puisque là, c'est des 2a sur dx2, le sinus va redevenir un cosinus. Donc, il va rester le moins de la première transformation, mais dans le deuxième, un sinus donne cosinus, il n'y a pas de moins. Donc, il va rester globalement un moins. Ensuite, donc, on a ce terme-là, bien sûr, le cosinus oméga t plus phi 0, on a dit qu'il était constant dans cette dérivation. Donc, on avait déjà un petit k qui est sorti lors de la première dérivation. Et là, donc, on avait un sinus kx plus pi 0. Quand on le redérive, on dit que ça faisait un cosinus. Et le k qui est devant le x, quand on donc dérive pour la deuxième fois, il ressort encore, donc ça fait un k carré. Donc finalement, cette dérivée seconde va s'écrire moins k carré à 0 cosinus oméga t plus phi 0 cosinus kx plus pi 0, c'est-à-dire en fait moins k carré petit a de x et de t. De la même façon, quand je vais dériver deux fois par rapport à t, donc là, c'est dans cette dérivée, x est une constante, donc le cosinus kx plus pi 0 va rester constant. Donc on va avoir le a0 cosinus kx plus pi 0 qui ne bouge pas. Et quand on dérive le cosinus oméga t plus phi 0, la première fois, comme tout à l'heure, le cosinus devient un moins sinus. La deuxième fois, il redevient un cosinus, donc il reste le moins. Donc il va rester un moins à 0. On a notre cosinus oméga t plus phi 0. Et donc, dans le cosinus, comme on dérive par rapport à t, il y a le oméga qui va sortir à chaque fois qu'on dérive. On dérive deux fois, donc il y a du oméga carré. Et donc, ça va s'écrire moins oméga carré à 0 cosinus kx plus psi 0 cosinus oméga t plus phi 0, c'est-à-dire moins oméga carré et le a de x et de t. Donc du coup, quand j'écris mon terme de l'équation d'Alembert, ça s'écrit d2a sur dx2 moins 1 sur c carré d2a sur dt2 égale. Donc on va avoir moins k carré petit a de x et de t. Et puis moins oméga carré fois le moins 1 sur c carré, ça va faire un plus oméga 2 sur c2 fois a de x et de t. Donc finalement, en mettant le a de x et de t en facteur, c'est facteur de oméga 2 sur c2 moins k carré. Et ça, bien sûr, ça doit... donc si on veut que ça soit solution de l'équation d'Alembert, il faut que ce soit égal à 0, quel que soit x et t. Donc le produit des deux termes qui vaut 0, c'est-à-dire qu'un des deux termes est nul. Comme le a de x et de t n'est pas identiquement nul, puisque si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'onde. Hein, donc forcément, il y a au moins un x, un t, tel que a de x et de t différent de 0. On en déduit donc que finalement, c'est le k carré qui est égal à oméga 2 sur c2. Donc on va poser k égale oméga sur c. Donc ça va être la condition ici, hein, ce k égale oméga sur c, pour que l'onde stationnaire telle qu'on l'a définie précédemment soit solution de l'équation d'Alembert.
Donc, cette onde, on constate que, comme pour l'onde progressive harmonique, c'est une onde qui est périodique. Elle a une période temporelle, grand T, qui vaut 2π sur oméga, hein, c'est la même chose que pour l'onde plane progressive harmonique, et qu'elle a une période spatiale, qu'on va noter donc lambda, qui sera la longueur d'onde, qui vaut 2π sur k. Donc de nouveau, comme on a k qui vaut oméga sur c, on aura lambda égale ct, évidemment, hein, ici. Alors, cette onde, elle a des propriétés un petit peu particulières. Je vous montre ce que ça donne lorsqu'on a mouvement. Donc ici, donc là cette fois-ci, donc ça c'est l'onde stationnaire. Si je la mets, si je fais varier au cours du temps, donc voilà ce que ça fait. Hein, donc on constate qu'il y a des points qui ne bougent pas. Il y a des points, donc c'est en continu, hein, normalement, il y a des points qui ne bougent pas, il y a des points qui bougent, qui correspondent à une amplitude maximale. Et donc ce n'est plus une onde qui se propage. Hein. L'onde qui se propageait, là, si on prend l'onde plane progressive harmonique, qui elle se propage, ça donne ça. Où là, vous voyez bien que c'est vraiment quelque chose qui a l'air de se décaler vers la droite sans se déformer. Ça n'a rien à voir avec l'onde stationnaire. Donc, je reviendrai d'ailleurs là-dessus après. Donc là, je voulais vous montrer une petite vidéo. Donc, où on a, alors c'est l'expérience de la corde de Meld, où voilà, on a grandi ici, donc on va voir effectivement l'onde stationnaire, hein, donc ça fait des sortes de fuseaux, puisque en fait toutes les positions qu'on a vues précédemment, elles sont successivement obtenues de façon très rapide. Donc là, je vous ai mis quelque chose qui permet de ralentir, hein, et on voit effectivement que les positions successives de la corde qu'on a vues précédemment, et comme ça se déplace en fait très vite avec la persistance rétinienne, on a une impression de fuseau, hein, qui apparaît ici. Et donc là, vous voyez un nœud, hein, c'est-à-dire un point qui ne bouge jamais. Et sur les côtés, tout à l'heure, donc on avait éventuellement des ventres, des endroits où les amplitudes étaient grandes. Donc ici, si je prends donc une photo correspondant à ce que je viens d'expliquer, donc on va reprendre une photo ici, voilà. Donc j'ai des nœuds, donc les nœuds ils sont ici. Ah. Les nœuds, donc ici, là j'ai un nœud, là j'ai un nœud. La distance entre deux nœuds, donc hein, on a une l'onde ici, ça fait une sinusoïde qui est comme ça. Donc la période lambda, ce serait cette distance-là. Donc ça veut dire que la distance en fait entre deux nœuds, bah, c'est la moitié, c'est lambda sur 2. Les ventres, on les voit ici. Hein, donc c'est les endroits d'amplitude maximale, donc ventre. Pareil, la distance entre deux ventres, ça va être donc lambda sur 2, la moitié de la période spatiale. Et donc évidemment, la distance entre un nœud et un ventre successif, ce sera bien sûr lambda sur 4. Donc bien sûr, on peut retrouver tous ces résultats en écrivant les expressions, les conditions pour avoir un nœud ou un ventre. Donc si on écrit qu'on a un ventre, ça veut dire que un nœud, pardon, ça veut dire que le A de x et de t, il est égal, donc ça ne bouge pas, hein, donc c'est égal à 0, quel que soit t. Hein. Donc du coup, si vous réécrivez votre A de x et de t avec l'expression qu'on a donnée précédemment, hein, avec le A0 cosinus oméga t plus phi 0 fois cosinus kx plus psi 0, comme c'est égal à 0 quel que soit t, bah, le cosinus oméga t plus phi 0, il y a des points, il y a des instants pardon, pour lesquels il n'est pas nul, donc on peut simplifier, et ça impose la condition donc que cosinus kx plus psi 0 ce soit égal à 0. Et donc ça vous permet de trouver les positions, en écrivant ça, ça vous permet de trouver les positions des x pour lesquelles ça donne ça. Donc on a kx plus psi 0 qui est égal à, donc pour que le cosinus vaille 0, ça fait donc pi sur 2 plus npi. Hein.
Donc après, en écrivant que votre K, c'est 2π sur lambda, si on veut l'écrire en fonction de la longueur d'onde, on va donc avoir ici le 2πx sur lambda qui est égal à π sur 2 plus nπ moins psi0. Et donc, on peut trouver en multipliant par lambda sur 2π la position, les x correspondants. Hein, donc, si on va trouver les x, chaque x, donc en multipliant par lambda sur 2π, ça va faire donc lambda sur 4 plus n fois, donc j'ai dit je multiplie par lambda sur 2π, va me rester n fois lambda sur 2, moins psi0 lambda sur 2π. Donc ce serait le xn, ça me permettrait de trouver le xn. Et du coup, si vous faites xn plus 1, donc ça c'est les positions hein, des nœuds, et si vous faites xn plus 1 moins xn, distance entre deux nœuds successifs, ben, tout se simplifie, sauf le lambda sur 2. Donc ça fait n plus 1 lambda sur 2 moins n lambda sur 2, ça fait lambda sur 2. Bon, on ferait exactement la même chose, je ne le reprends pas ici, pour les ventres, en disant que l'amplitude est maximale. Hein, et donc ça vous donnerait les valeurs correspondantes. De plainte progressive harmonique et onde stationnaire. Donc on a vu tout à l'heure les différences lorsqu'on regarde l'onde. Dans l'écriture bien sûr aussi il y a une différence puisque l'onde stationnaire ça s'écrit donc comme un produit de fonctions où il y a une fonction qui dépend que de x fois une fonction qui dépend que de t, donc x et t sont dans des fonctions séparées, f et g étant bien sûr sinusoïdales, hein, mais ce f, x et t interviennent complètement dans des fonctions différentes, sinusoïdales mais différentes. Alors que dans l'onde plane progressive harmonique, notre fonction c'est une fonction de x plus ou moins ct, hein, c'est-à-dire que cette fois-ci avec bien sûr f qui est sinusoïdal, mais x et t interviennent complètement dans la même fonction, hein, donc qui est sinusoïdale, mais ensemble sous la forme x moins ct. Donc voilà la grosse différence entre ces deux ondes. Alors après, on peut essayer avec des fonctions, avec des relations trigonométriques, d'écrire une onde stationnaire comme superposition de deux ondes progressives et inversement, hein, et ça marche. Donc on peut en déduire qu'une onde plane progressive harmonique s'écrit comme superposition de deux ondes stationnaires. Alors, en fait, hein, voilà. Et une onde stationnaire s'écrit comme superposition de deux ondes progressives, planes progressives, harmoniques, donc qui iraient dans des sens contraires et avec les mêmes amplitudes. Alors finalement, donc, si on arrive à la solution générale, on admettra que la solution générale de l'équation d'Alembert, hein, donc là c'est plus la solution particulière, c'est la solution générale, s'écrit donc une fonction de x moins ct plus une fonction de x plus ct, f et g étant quelconques, bon, toujours dérivables, etc. Donc finalement c'est la superposition, cette solution générale, d'une onde progressive dans le sens des x croissants, le f de x moins ct, et d'une onde progressive dans le sens des x décroissants, c'est le g de x plus ct. Alors bien sûr, comme on a dit qu'une onde progressive s'écrivait comme superposition d'ondes planes progressives harmoniques, hein, la solution générale, c'est aussi une superposition quelconque d'OPPH. Donc en fait, soit une somme discrète, c'est-à-dire une série de Fourier en fait, soit une somme discrète, soit une somme continue, c'est-à-dire une intégrale. Et comme une OPPH, on vient de dire que c'est une superposition d'ondes, c'est une somme de deux ondes stationnaires, c'est aussi une superposition quelconque d'ondes stationnaires. Donc quand on cherchera la solution de l'équation, soit on l'écrira sous la forme f de x moins ct plus g de x plus ct, mais très souvent en fait on cherchera sous la forme d'une superposition quelconque d'ondes stationnaires ou d'ondes planes progressives harmoniques, suivant
les conditions aux limites, on choisira plutôt une famille ou l'autre.